Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, cette question sur les taux, quelle est la limite? Quel est le seuil de douleur à ne pas franchir? On a vu des taux qui poursuivent leur remontée, des taux longs américains, le taux à 10 ans qui a touché 1,50% aujourd'hui. On était à 1,35 en début de semaine. On voit le 10 ans français qui revient en territoire légèrement positif, c'est du 0 plus sur le 10 ans français aujourd'hui, on vient de moins 0,35% en début d'année et le 10 ans allemand, lui, qui se situe autour de moins 0,20% désormais. Dans ce contexte de remontée des rendements obligataires, on voit quelques secousses sur les marchés actions, tous les secteurs n'en profitent pas de la même manière, mais au final, le CAC 40 et les indices européens ont plutôt bien résisté ce soir, alors que Wall Street est en train de tousser un petit peu, la séance est en cours aux États-Unis. On clôture proche de l'équilibre pour le CAC 40 à Paris. On a vu un petit coup de mou en fin de séance et le CAC finalement n'accroche pas les 5800 points en clôture. Merci au secteur financier dans son ensemble. Les bons résultats d'AXA ont permis au secteur de l'assurance d'être un des leaders du jour, mais plus globalement, c'est le secteur financier dans son ensemble, encore une fois, avec le secteur bancaire qui profite de cette repentification de la courbe des taux. On notera que la hausse des rendements obligataires ne coupe pas les ailes des spéculateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, des spéculateurs qui sont repartis de plus belle à l'assaut du titre GameStop ou encore du titre AMC aux États-Unis. Depuis 48 heures maintenant, on voit la frénésie acheteuse se libérer à nouveau sur GameStop et sur AMC, les valeurs très shortées sur le marché américain. Dans ce contexte, on notera également que l'institutionnalisation du marché des crypto-monnaies permet à Coinbase, la plus grande plateforme américaine d'échange de crypto, de sortir du bois et de s'enregistrer pour une introduction en bourse, plus précisément une cotation directe qui se fera sur le Nasdaq au cours de cette année. Ce sera peut-être d'ailleurs une introduction en bourse record pour cette année 2021 puisqu'on parle d'une valorisation pour Coinbase qui serait supérieure à 100 milliards de dollars avec plus de 40 millions d'utilisateurs. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, l'année 2020 qui a été l'année de la profitabilité pour Coinbase. Il faut le noter également avec un résultat net positif de 300 millions de dollars selon les documents qui ont été déposés auprès de la SEC, l'autorité de marché américaine. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, sera consacré à une question immobilière. Tiens, avec la remontée des taux longs, faut-il attendre un impact sur les taux de crédit immobilier? On en parlera avec la directrice des études d'Empruntis pour savoir également s'il est toujours opportun de réfléchir à racheter son crédit immobilier pour ceux qui le peuvent. Question qu'on posera donc à Cécile Rochlor qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Une séance encore animée par les résultats d'entreprise et par la remontée des rendements obligataires. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,24% à 5 783 points au terme d'une séance en demi-teinte où l'indice a d'abord atteint 5 830 points en fin de matinée avant de retomber à l'équilibre aux alentours des 5 800 points à la mi-journée. L'indice a ensuite tenté un rebond mais sans succès et repasse dans le rouge dans les dernières minutes de cotation. Les rendements obligataires continuent leur progression de leur côté. Le taux à 10 ans américain est à présent aux alentours des 1,48% tandis que le taux à 30 ans et lui aux alentours des 2,30%. L'OAT à 10 ans française repasse de son côté en positif pour la première fois depuis juin à 0,02% ce soir. Des niveaux records qui semblent moins inquiéter les investisseurs depuis le discours de Jérôme Powell hier devant la Chambre des représentants. Celui-ci a estimé que l'économie américaine est loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Il a par ailleurs précisé que selon lui, l'inflation devrait suivre une trajectoire volatile au rythme de la reprise économique, mais qu'elle ne devrait pas atteindre l'objectif fixé par la Fed d'ici 3 ans. Une déclaration vue par de nombreux investisseurs comme l'assurance d'une politique accommodante de la Fed qui devrait encore durer dans le temps. Et pour les plus craintifs, Jérôme Powell a assuré que le jour où ce niveau serait atteint, la Fed dispose de tous les outils nécessaires pour y faire face.
En Europe, l'économiste en chef de la BCE a réaffirmé de son côté ce que Christine Lagarde avait déjà avancé il y a quelques jours, à savoir que la BCE surveille de près l'évolution des rendements obligataires à long terme. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, aux États-Unis tout d'abord, le PIB a progressé de 4,1% au quatrième trimestre 2020, une progression légèrement supérieure à la première estimation réalisée par le département du commerce. Les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent de leur côté plus que prévu et ressortent à 730 000 contre 841 000 la semaine précédente. Et on notera aux États-Unis toujours que les commandes de biens durables progressent fortement de leur côté pour le mois de janvier, avec une progression de 3,4% contre 1,1% attendu. En France, on notera que la confiance des ménages recule légèrement pour le mois de février. Elle ressort à 91 points, soit en dessous de sa moyenne longue période qui se situe à 100 points. Et on notera également que le pétrole est de son côté aux alentours des $67 le baril de Brent ce soir, dans un contexte où les matières premières sont en général assez recherchées. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, AXA a publié ses résultats annuels aujourd'hui. AXA qui fait état d'un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros en 2020, en recul de 18% par rapport à 2019. L'assureur annonce également revenir au niveau de dividendes qu'il avait initialement prévu, à savoir 1,43 euros, après avoir envisagé de le diminuer de moitié l'année dernière. Pour 2021, AXA dit aborder l'année avec une grande confiance grâce à une dynamique commerciale à nouveau enclenchée en fin d'année 2020. Veolia annonce de son côté une progression de son chiffre d'affaires de 0,9% au dernier trimestre 2020. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après le repli de son activité sur les trimestres précédents en lien direct avec la crise sanitaire. Son résultat courant pour l'ensemble de l'année 2020 ressort lui à 415 millions d'euros, soit au-dessus des prévisions des analystes. Et on notera que Safran annonce de son côté un recul de son chiffre d'affaires de 33% et un recul de 56% de son résultat opérationnel courant ajusté. Le groupe publie malgré tout des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes dans un contexte de baisse de la demande, notamment chez ses clients dans l'automobile ou encore dans l'aéronautique. L'équipementier qui versera un dividende de 43 centimes d'euros au titre de l'exercice 2020 et Safran qui anticipe une hausse de sa rentabilité opérationnelle pour 2021. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'Engie au sein du CAC 40, mais aussi de Soprasteria, de Bonduelle ou encore de ADL Partners. Et au-delà des nombreuses statistiques qui sont également attendues, les investisseurs suivront le premier vote au sein de la Chambre des représentants en ce qui concerne le plan de relance proposé par Joe Biden. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne ce soir en plateau, stratégiste de Day by Day. Bonsoir et bienvenue Valérie. Bonsoir Grégoire. Vincent Juvins à vos côtés. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste de JP Morgan Asset Management et accueillons avec nous par téléphone Bertrand Puivre. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes gérant action chez Fidelity. Les taux qui sont au cœur de tout, ce sont les équilibres de marché qui sont peut-être un peu perturbés aujourd'hui par la poursuite de la remontée des rendements obligataires. Vincent Juvins, le 10 ans américain, le juge de paix, était à 1,35% en début de semaine. Il a touché 1,50 aujourd'hui. Entre-temps, Jérôme Powell a eu l'occasion de s'exprimer 2 fois devant la représentation nationale américaine, le témoignage semi-annuel du patron de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'à travers son discours, le patron de la Fed a donné une carte feu vert au marché, aux investisseurs, pour continuer à jouer la remontée des taux américains ? Bon, je dirais pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même un engagement sur le moyen et le long terme de maintenir une politique monétaire et dès lors même un environnement de taux long qui soit, je dirais, accommodant pour l'économie en général, de maintenir des conditions financières favorables. Bon, on n'est pas aujourd'hui dans un contexte qui est problématique. Je pense aux États-Unis, en effet, le niveau de taux, certes, a augmenté plus rapidement que nous l'avions anticipé, mais enfin, c'est pas encore disruptif. Je pense qu'il y a une vigilance de part et d'autre de l'Atlantique par rapport à cette évolution de taux. On n'a pas encore sifflé la fin de la récréation, mais enfin, clairement, la Fed gère ce marché obligataire américain depuis maintenant quand même, c'est le principal acteur de ce marché objectivement, donc depuis quelques années. Donc on peut estimer que si on devait s'approcher des 2%, qui est quand même un peu un seuil psychologique, technique quand même important, il y aurait potentiellement une plus grande action, je dirais, l'utilisation du bilan de la Fed pour siffler la fin de la récré comme je l'évoquais. Par ailleurs, je pense que si on devait s'approcher de tels niveaux, vu les commentaires de la semaine, les investisseurs se reporteraient vers ce type de signature.
Actuellement, nous, dans les fonds, on n'est pas positif sur la duration américaine. Mais heureusement, d'ailleurs, au vu de la remontée des taux, on n'était pas positif, pas tant parce qu'on anticipait une remontée des taux que parce qu'objectivement, d'un point de vue rendement, ça rapportait rien. Rien. Donc ici, c'est évidemment encore moins le cas, mais à 2%, ça redevient intéressant parce qu'objectivement, on a la conviction, comme Jérôme Powell, qu'il est prématuré d'anticiper des taux qui remonteraient à un niveau d'équilibre. Nous avions un objectif, et on l'a toujours d'ailleurs, à peu près 3% d'ici 3-4 ans d'ici. Hein. D'accord. Mais en attendant les 3-4% d'ici quelques années, Vincent, 2%, c'est un chiffre, c'est quoi? C'est un ordre de grandeur? C'est un chiffre magique? C'est un objectif que vous pouvez vous fixer désormais pour les taux longs américains? Je dirais que 2%, on commence à être dans du rendement réel, potentiellement positif, au compte tenu, en tout cas, des perspectives d'inflation. Donc ça commence déjà, en termes de construction de portefeuille, à retrouver un intérêt, en tout cas en termes de diversification. En deçà de ce niveau-là, ce n'est pas intéressant pour l'instant. Je pense qu'il faut chercher d'autres types d'actifs obligataires. Mais à partir de 2%, ça continue à faire revient. Ça a un intérêt à mon sens. Maintenant, et c'est quelque chose. Non, mais attendez, c'est quelque chose d'envisageable là, dans les prochains mois, les prochains trimestres, 2% sur le 10 ans américain? Objectivement, je ne vais pas. La question est horrible, je sais bien. C'est évidemment possible. Je ne l'anticipais pas très objectivement et je ne l'anticipe toujours pas aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours un effet d'emballement sur les marchés. On est dans un contexte économique particulier. C'est intéressant, cette économie on-off. Tout d'un coup, dans quelques mois, on va peut-être tout réouvrir en effet assez rapidement. Aux États-Unis, en plus, un contexte particulier d'une économie hyper flexible, vraiment sous stéroïdes, monétaire et budgétaire, plus que partout ailleurs dans le monde. Un comportement des Américains, des consommateurs qui est aussi particulier, ou en tout cas là on aura probablement une propension à la dépense qui sera plus forte que chez nous. Donc ça veut dire que oui, mai, juin, juillet, août, tout est possible d'un point de vue inflationniste et partant d'un point de vue environnement de taux derrière. Et donc un 50, c'est justifié. C'est ce que nous dit Powell. Il nous dit d'une certaine manière, c'est une déclaration de confiance dans les perspectives économiques. Et de ce point de vue-là, c'est ça m'interpelle pas. Au vu de la vigueur de l'économie américaine, et ça a encore été rappelé par rapport aux chiffres de croissance du T4, au vu des perspectives cette année, au vu de ce qui est possible d'un point de vue budgétaire et monétaire, on va avoir une économie américaine qui va avoir effacé la crise du Covid-19 avant la fin de l'année. C'est par contre pas le cas en Europe, on va en parler dans un instant. La question, elle est plus interpellante en Europe, parce que là, 50 points de base, 100 points de base c'est ma question, Europe, effectivement, parce que là, ça a été du 1 pour 1 quasiment, entre les taux américains et les taux européens. Les taux européens ont suivi exactement la même vitesse et la même remontée que les rendements obligataires américains sur les dernières semaines, j'entends. Vous nous disiez qui sifflera la fin de la récré. Je ne suis pas sûr que ce soit une récréation qui amuse beaucoup la zone euro et les banquiers centraux européens qui s'expriment depuis le début de semaine à ce sujet. En effet, parce qu'il y a toujours une contagion sur les taux, mais objectivement sur le problème inflationniste, sur la dynamique inflationniste. Encore une fois, se forme pour l'instant. On a vu des chiffres avec des effets de base assez significatifs, mais je pense qu'elle est objectivement moins présente en Europe. Pour la bonne et simple raison que notre économie, il faudra attendre 2022 pour espérer avoir retrouvé le niveau 2019 en termes de PIB. Donc on a une économie qui tourne sous le potentiel. Alors, Jérôme, donc là, ce n'est pas le reflet d'une confiance dans les perspectives économiques quand on voit le 10 ans français qui passe de moins 35 à 0. C'est la contagion de ce thème réflation globale. C'est pas un signal de confiance. Je pense qu'en Europe, on est tous conscients pour se dire qu'il y a un certain nombre de bonnes choses qui ont été faites l'an passé, notamment au niveau du plan de relance, des ambitions européennes et autres, mais que sur le plan fortement économique, on va rester en retrait à nombre d'égards. Le FMI ne s'attend pas à ce que la zone euro ait retrouvé son niveau fin 2010 avant 2022. On a parlé du taux de chômage aux États-Unis où Jérôme Powell s'en est ému. Chez nous, c'est encore pire. Soyons quand même réalistes. Il faudra encore plus de temps pour retrouver une situation proche du plein emploi si tant est que ce soit possible. Par ailleurs, les facteurs qui pesaient sur l'inflation pré-Covid, globalisation, c'est toujours à l'œuvre. On a plutôt plus de globalisation aujourd'hui que moins post-Covid. Soyons objectifs, on peut en débattre. La technologie qui pesait sur l'inflation, la technologie, il y a plutôt plus d'adoption de la technologie depuis le Covid qu'avant. Vieillissement de la population et tous ces facteurs sont toujours bien présents. Donc les éléments structurels déflationnistes dans nos économies sont pour moi là. Et le problème sur les taux en Europe, c'est notre endettement pléthorique, notre potentiel de croissance trop faible. Et pourtant, aujourd'hui, il faut relancer la croissance. C'est le moment où les gouvernements doivent investir dans cette croissance future qui nous payera de payer cette dette. Donc je suis assez inquiet pour la zone euro dans ce contexte de hausse de taux et de contagion. Et à la BCE, en effet, je
ferai plus que suivre ça avec attention. Je commencerai peut-être à prendre le problème à bras-le-corps. On verra, les réunions vont reprendre, hein, les réunions de Banque centrale avec les communications qui iront après les comités de politique monétaire. Valérie, comment vous regardez la situation? Alors, la dernière séquence sur les taux, effectivement, hein, on sent quand même une accélération, un marché qui a envie peut-être d'aller tester les banques centrales, la Fed en premier lieu. Et puis surtout, que nous dit l'histoire du couple action-taux quand on est en phase justement de remontée des rendements obligataires, de remontée de l'inflation également, si c'est le sujet, de manière transitoire, peut-être plus durable que ce qu'on peut imaginer au-delà des effets de reprise. Est-ce que ces moments inflationnistes ou reflationnistes sont bons pour les marchés boursiers, ou est-ce qu'il y a des exemples qui montrent que non, c'est un couple compliqué? Bon, alors, d'abord, juste pour ajouter un tout petit point par rapport à tout à l'heure, il y a quand même, moi, ce qui me frappe toujours, hein, c'est d'entendre à quel point le marché, enfin le bruit de marché, parce que c'est un bruit, c'est pas des gens en particulier, peut passer du tout au rien, parce que c'était quand même il n'y a pas très très longtemps encore qu'on avait des gens qui nous expliquaient que vu ce que les États allaient émettre en 2021 comme dette et ce que la BCE allait racheter sur les marchés, de toute façon les taux d'intérêt ils ne pouvaient pas bouger, ils allaient rester extrêmement bas parce qu'elle allait racheter tout ce qui allait être émis. Bon, ils oublient le marché secondaire quand même qui existe et qui tourne et qui peut causer des variations de prix. Il n'y a pas que les émissions qui font le prix de la dette. Mais enfin bon, voilà. Et puis, c'était comme s'il n'y avait pas de taux suffisamment bas en Europe. On attendait que la BCE fasse quelque chose pour faire encore baisser les taux. Puis là, maintenant, tout d'un coup, ça pourrait monter de façon démesurée. Bon, tout ça, pour moi, on est quand même beaucoup dans l'émotion et pas tellement dans la raison. La raison, effectivement, c'est d'avoir quelque chose qui soit relativement stable en taux pendant encore quelques mois, en tout cas. En Europe, sans doute plus longtemps que quelques mois. Aux États-Unis, moi, je verrais bien du 3% plus vite que ça, quand même. Avant 3-4 ans. Ah oui, avant 3-4 ans, ouais. ouais, clairement. Oui, ça, peut-être qu'on va y échapper en 2021, mais en 2022, on n'y échappera pas, je pense. Bon, voilà. Donc, pour le moment, on n'est pas encore dans quelque chose qui est inquiétant et on sait que les banques centrales sont prêtes à intervenir et que les gérants sont aussi prêts à intervenir. Voilà. Donc, peut-être qu'on va encore prendre 10-15 centimes en Europe et aux États-Unis, peut-être un petit peu plus, peut-être 20-30. Voilà, mais bon, moi, je pense qu'on est en train de vivre les dernières heures pour quelques mois de ces hausses de taux. Après, quel impact est-ce que ça a sur les marchés d'actions, les hausses de taux? Si on regarde, on a un graphique qui montre là, le S&P 500 depuis le début de la crise, janvier 2020, avec la remontée des rendements obligataires. On a touché 0,50 sur le 10 ans américain en août dernier. On voit à partir de là le 10 ans américain qui remonte. Le S&P 500 lui avait déjà commencé à rebondir. Il continue de progresser au fur et à mesure que les taux longs américains remontent. Jusqu'à présent, ça s'est fait main dans la main. Tout à fait. Écoutez, moi, je ne connais pas la règle qui fait fonctionner cette paire. Et pour moi, il n'y en a pas. Alors, je sais très bien qu'à l'école, on nous explique que la hausse des taux, c'est mauvais pour les actions parce que ça va diminuer l'investissement et donc, à terme, ça va avoir un impact sur les profits. Plus le fait que ça va attirer des investisseurs parce que les rendements sont plus importants sur le marché obligataire, donc il y a des phénomènes d'arbitrage, etc., etc. Bon, dans les faits, si on prend la peine de superposer les courbes, on se rend compte que parfois les marchés montent avec les taux et parfois les marchés baissent avec les taux qui montent. Et comment différencier l'un de l'autre? C'est des contextes différents. Cas, si on cherche avec les taux réels, si on reste dans cet univers de déterminants purement économiques et qu'on n'ouvre pas à l'infini les causalités, parce qu'on peut les ouvrir à l'infini. L'économie réelle, c'est une infinité de déterminants. Mais si on reste sur des déterminants financiers assez simples, il n'y a pas de solution qui permette de gagner de l'argent, à mon avis. On peut toujours chercher, mais il n'y a rien de solide statistiquement. Il faut voir aussi qu'on n'a pas beaucoup d'historique, en fait.
Parce que les périodes de hausse et les périodes de baisse d'inflation, elles sont longues. Enfin, on ne peut pas tellement se baser sur... Les corrélations économiques sur 3 semaines, ça n'existe pas. L'inflation est publiée tous les mois, bon, avec une marge d'erreur en plus. Donc, ça n'a pas de sens de réfléchir à ce qui se passe au sein du mois en fonction d'inflation. Donc, on est obligé d'avoir des historiques, des visions longues, des bien visions sûr. très longues. Et sincèrement, on ne peut pas monter avant le milieu des années 70, voire même avant l'arrivée de Volcker, parce qu'il a tout changé en termes de politique monétaire. Il n'y a pas eu beaucoup de moments inflationnistes depuis ces années-là. Oui, mais surtout, pour moi, il y a des vases concomitants qui sont les taux d'intérêt et les devises. Ça ne marche pas du tout ensemble, contrairement à ce qu'on dit là encore, mais enfin, ça c'est encore une corrélation qui ne marche pas, les écarts de taux avec les devises. En fait, soit un marché bouge, soit l'autre. Parce que finalement, si vous êtes un investisseur international, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller investir dans un pays plutôt que dans l'autre ? Soit vous avez un potentiel d'appréciation de la devise, soit vous avez un potentiel d'appréciation sur les taux. Parfois, vous pouvez avoir les deux qui vont aller dans votre sens. Mais l'un ou l'autre peuvent justifier des mouvements. Et moi, j'ai remarqué que très souvent, quand les marchés de taux sont sous tension et bougent fort, les marchés de devises, tout d'un coup, se calment. Et vice-versa. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui, à long terme, peuvent prendre des tendances, mais qui, dans la vie plus court terme, qui souvent nous intéresse pour décider de nos investissements, c'est plutôt soit l'un, soit l'autre. Donc, voilà. C'est compliqué de tirer des enseignements du passé, de ce point de vue-là. Donc... Oui. Comme pendant très longtemps, on a eu des systèmes de change fixes, déjà, on ne peut pas utiliser la gestion de taux qui précède la période de gestion de change fixe pour tirer des leçons, parce que c'est plus les mêmes outils que les investisseurs ont sous la main. Forcément, la période de taux de change fixe imposait des variations sur les marchés obligataires beaucoup plus importantes. Et puis, on n'avait pas une politique aussi monétariste qu'aujourd'hui. Donc voilà, en tirer des leçons, c'est à mon avis hasardeux pour prendre des décisions boursières. Et ce dont on peut se souvenir, c'est qu'en 87, par exemple, en tout cas, parce que c'est une grande raison de crise dont l'origine a été l'absence de prise de conscience, soi-disant, des marchés actions de la hausse des taux que l'on avait eu. Ça, on a mis quasiment 1 an à ce que les actions s'ajustent, s'il faut croire ces méthodes-là. Alors, ça a pris 1 an. Et c'est souvent des délais de ce type-là. Donc, ça fait 2 mois, disons, que les taux d'intérêt remontent. Donc, il me reste 10 mois. C'est ça. ou 2 jours. Mais, parce que parfois, ça se passe en même temps, mais c'est inutilisable comme raisonnement. On ne peut pas se servir de ce raisonnement. Voilà, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Enfin, pour moi, moi, je vais chercher ailleurs. Bertrand Puif, vos commentaires sur cette situation de marché, ce rapport effectivement entre le momentum action, les performances boursières, le niveau des taux, qu'est-ce que vous en dites ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous observez là sur les marchés actions ? Je le disais en introduction, le CAC résiste plutôt bien, mais c'est vrai que sous la surface des indices, on voit à nouveau toujours ces mêmes mouvements de rotation, de rattrapage, d'arbitrage, je ne sais pas comment vous les définissez, Bertrand, mais qui semblent être de plus en plus puissants. Alors oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, la manière dont on analyse les choses, on regarde les taux réels, donc le 10 ans américain en taux réel, on est à moins 150 points de base à peu près aujourd'hui. On pense que entre moins 150 et moins 50, à l'échelle du marché globalement, il n'y aura pas d'effondrement. Après, quand on va se rapprocher effectivement de zéro, là, on va y avoir sans doute une espèce de mini-panique sur le marché, avec des gens qui vont vendre les indices, et donc tout ça va faire baisser un peu sans discernement le marché. Mais aujourd'hui, ce qui se passe effectivement est plutôt sain, c'est-à-dire que le marché, les investisseurs se mettent à anticiper au travers de cette rotation sectorielle quels vont être les acteurs qui vont bénéficier boursièrement de la remontée des taux et quels sont ceux qui vont en pâtir. Et c'est évident que toutes les sociétés de croissance, d'hyper-croissance, qui sont valorisées sur des multiples de 50, 80, 200, 300 fois, ces sociétés-là, et donc qui sont valorisées donc en actualisation de flux futurs de trésorerie,
la remontée des taux et l'anticipation de la continuité de ce trend va avoir un effet extrêmement important sur la contraction des multiples. On a une très très grande convexité dans un modèle d'actualisation des cash flows et en fait un impact disproportionné de la remontée des taux sur les valorisations des sociétés de croissance. À l'inverse, les sociétés dites value, et là on parle du secteur financier, des industriels, mais on pourra revenir là-dessus parce qu'il y a effectivement une différenciation à faire aujourd'hui avec des valorisations qui ont fortement monté sur ce qu'on appelle les early cyclicals, et donc nous on se repositionne sur les late cyclicals, mais le secteur industriel globalement est relativement adverse à une remontée des taux, est relativement proof, il s'en sort plutôt bien dans une remontée des taux. Les financières, évidemment, les ressources, donc les matières premières, les basic resources, qu'on appelle ça, et le pétrole, évidemment, qui est aussi donc, dans une thématique un petit peu transverse, les marchés émergents. Tous ces segments-là devraient bénéficier d'une rotation de marché qui, comme vous l'avez souligné, est en train de continuer. Elle a commencé au mois de novembre. Alors les gens ne sont pas rentrés dedans parce qu'ils se sont dit c'est un faux départ, on en a vu tellement. Après, au mi-décembre, certains ont commencé un petit peu à paniquer en fermant un peu des positions short sur ces valeurs value. Et puis là, donc la vraie question aujourd'hui, et en fait ce qui est très très positif à mon avis pour les 6 prochains mois, voire plus pour la value, c'est qu'on a des acteurs, donc tout ce qui est fast money, les hedge funds notamment, qui ne se sont pas encore repositionnés sur la value. Et ce que l'on a observé sur des titres comme des GameStop, c'est-à-dire en fait des corners sur des titres value qui étaient shortés par ces hedge funds, font qu'à mon avis, ils vont y penser à plusieurs fois, à plusieurs reprises, avant de se mettre fortement short sur un titre value. Et même derrière, ce qu'on va voir aussi, ce qui alimente aussi le rallye value, ils vont fermer, clôturer un certain nombre de positions short de peur de se faire squeezer, notamment aux États-Unis, avec les phénomènes qu'on a vus. Donc tout ça, pour nous, effectivement, on n'est pas à un stade, pour conclure là-dessus, où nous, on est relativement inquiet sur l'ensemble du marché, mais évidemment, il faut vraiment monitorer, comme je le disais, ce niveau de taux réel. Par contre, on pense que cette rotation, elle va continuer tranquillement, sans faire que le marché s'effondre. Après, si les taux devaient remonter, comme effectivement certains scénarios ont été évoqués sur le plateau, beaucoup plus rapidement, si ces taux remontaient comme ça, eh bien évidemment, on aurait une rotation qui s'accélérerait, mais avec un marché en même temps qui baisserait, puisqu'il faut quand même avoir en tête que dans la composition, dans la structure du marché aujourd'hui, après cette hausse exponentielle des valeurs de croissance, elle représente une très très grande partie du marché. Donc si elle devait baisser, même une augmentation significative de la poche value ne permettrait pas, malheureusement, de compenser à l'échelle du marché cet effet de rotation. Non, ce serait un jeu beaucoup plus relatif, effectivement, que de la performance absolue, d'une certaine manière, Bertrand. Voilà, tout à fait. Ouais. Vincent, alors justement, sur l'aspect gestion, alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut être très tactique même quand on a des visions de moyen long terme, ou est-ce qu'on peut coller à des stratégies de long terme en allant au-delà des secousses qui pourraient être engendrées par la remontée des taux? Comment vous êtes positionné aujourd'hui? Le moment value, justement, qui vous a surpris aussi par sa puissance, son ampleur. Est-ce que c'est encore le temps de se positionner quand on a des horizons d'investissement de moyen long terme, ou est-ce que finalement c'est du tactique et un investisseur de long terme doit avoir un cap peut-être qui regarde à travers ces mouvements-là? Je dirais qu'un peu des deux. Il faut identifier des méga tendances, avoir une stratégie, je dirais, à plus long terme qui fonctionne, mais il faut pouvoir être tactique dans des mouvements de marché. L'écart aujourd'hui entre la value et la croissance est tout à fait important au niveau mondial. Franchement, on est à 4-5% ou 6% selon les indices qu'on regarde, donc c'est un écart significatif. Alors il s'est creusé surtout depuis le mois de février. Au mois de janvier, c'était encore un peu le coude à coude. En toute transparence, sur ce même plateau, il y a un mois d'ici, je rappelais que notre point de vue, c'était OK, je voyais de la valeur dans la value aux États-Unis. Je ne voyais pas une rotation globale s'opérer vers la value, notamment pour l'Europe. J'ai toujours du mal avec ce scénario. Je souscris assez bien à tout ce que vient d'évoquer Bertrand, et je reconnais, et on est déjà positionné sur des cycliques, des industriels, des consumer discretionary et autres en Europe. Tout ça, j'aime bien.
J'aimerais bien aimer les banques, mais j'ai du mal à comprendre la performance des banques aujourd'hui. Alors la repentification de les courbes, tout ça, je veux bien. Ça marche très bien aux États-Unis. Moi, les banques en Europe, elles font moins 20% de croissance bénéficiaire sur un an au T4. Bon, on a de bons résultats sur des AXA et tout ça aujourd'hui, mais enfin, globalement, les banques, elles ont du mal à octroyer du crédit. Enfin, partout, le crédit même immobilier qui marchait très très bien, on est beaucoup plus contraignant dans l'offre à faire. On ne monte pas encore les taux, mais les contraintes sont là. Le Eurozone Bank Lending Survey de la BCE, il y a quelques semaines, un peu passé sous silence, mais enfin, 25% des banques disent qu'elles durcissent les conditions de financement pour les entreprises, ce qui vient aussi quand même un petit peu montrer que la situation n'est pas optimale pour elles. Les faillites, alors on a mis ça un peu on les a anesthésiés jusqu'ici. Les faillites sont toujours plus basses en 2020 qu'en 2019 parce qu'il y a eu ce moratoire sur les faillites, mais ce qui s'est passé au T4 était intéressant. Les faillites ont quand même augmenté de 36% par rapport au T2. Elles étaient toujours inférieures par rapport à 2019, mais enfin, ça s'accélère assez rapidement et on ne va pas pouvoir contenir cet élément. On sent bien autour de nous que des faillites, il va y en avoir. Et en Europe, c'est un problème particulier qu'il n'y a pas aux États-Unis. Les entreprises se financent pour 3/4 de leurs besoins de financement auprès du système bancaire, 1/4 via les marchés. C'est l'inverse aux États-Unis. Donc les faillites, elles vont toucher les bilans bancaires essentiellement. Aux États-Unis, ça touchera plutôt les marchés. Dans ce contexte-là, moi, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas le sentiment que les banques, elles sont armées pour ce genre d'événements aujourd'hui, avec les ratios de capital qu'on leur impose, avec la réglementation, la surréglementation? Je suis à l'aise avec garder des banques. Elles en ont vu d'autres? Garder des banques à long terme. Je suis moins à l'aise avec la perspective de voir des banques performer fantastiquement en 2021 et au-delà en termes de croissance bénéficiaire. Ça me semble pas être l'environnement. Je m'attends pas du tout. En effet, je pense qu'elles sont suffisamment solides que pour encaisser le choc. Et les derniers stress tests ou les dernières évaluations en la matière sont plutôt rassurantes. Mais par contre, en termes de performance de marché, c'est ce qui me bloque dans ce contexte de full rotation pour les actions européennes. Et encore une fois, les performances de marché me donnent plutôt tort aujourd'hui. Et je concède bien volontiers sur ce plateau. Finalement, quand on a des bons calls, je les mets en exergue. Je rappellerai quand même des éléments comme la Chine ou autres qui, eux, restent toujours valables. Alors qu'on se pose on en dira un mot peut-être sur value growth, ça reste quand même des termes structurés qui sont très porteurs. Mais sur les banques, effectivement, c'est intéressant parce que je sais, Valérie, que vous avez peut-être une histoire un peu différente à nous raconter sur la performance, sur les perspectives boursières qu'on peut avoir pour le secteur bancaire, notamment en Europe. Vous l'avez écrit ce matin, si je ne dis pas de bêtises. États-Unis aussi. Et États-Unis aussi. Tout est en place pour que le secteur bancaire brille cette année. Oui, mais je ne peux pas donner d'éléments fondamentaux. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout à cause des éléments fondamentaux. J'entends bien tout ce que nous dit Vincent. Mais après, en même temps, ce n'est pas nouveau. Oui, on a l'élément de la dynamique bénéficiaire sur 12 mois qui est pas bonne, c'est clair, mais en début d'année, et les banques, elles ont baissé bien plus qu'en début d'année, elles sont allées faire leur point bas en octobre, de mémoire. Ils sont pour marché, je suis tout à fait d'accord. Non, mais donc bien après le marché. Donc, le marché, il a déjà pris en compte un paquet de catastrophes, quoi. Enfin, est-ce qu'il en a pris en compte suffisamment ou pas? Moi, c'est la question, elle est là. Le fait que face à elle, ça soit pas du pain blanc et que l'année prochaine, ça va pas être peut-être au niveau bénéficiaire une année record pour les banques, pourquoi pas? La bourse, elle joue les variations de dynamique, elle joue pas l'état. Et l'État, d'ailleurs, on part de tellement bas que c'est pas difficile de l'améliorer. À peine on l'améliore un petit peu qu'en pourcentage, en variation, c'est considérable. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui font que, moi je pense que même si je ne pense pas que les taux flambent, que les taux longs flambent cette année. Pourquoi? Parce que les taux courts, eux, ils sont bien tenus. Ils sont tenus. Ça, pour le coup, on sait qu'ils vont être tenus. Vous dites c'est plutôt 2022 où il faudra peut-être s'inquiéter des mouvements qu'on pourrait imaginer sur les taux. Aux États-Unis, en tout cas, et en Europe, ça va du coup un petit peu. En Europe, ça va du coup un petit peu tirer. Mais moi, je vois déjà que ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, elles bougent plus. Elles ont bougé avant que les taux montent. Et maintenant que les taux montent, les anticipations d'inflation ne bougent plus. En Europe, elles sont à 1,2, 1,3. Aux États-Unis, elles sont à 2, 2,2. Ça dépend un petit peu des maturités. Donc, on est sur les taux d'inflation qu'on a connus
avant Covid. Tout ça permet juste d'avoir cette repentification des courbes des taux, parce qu'on sait que là, on est dans la partie qui est la partie de récession. Et pendant la récession, les courbes des taux, c'est naturel, se repentifient. Alors, jusqu'où vont-elles pouvoir se repentifier en Europe du fait de l'action de la Banque centrale? Peut-être qu'on ne va pas repentifier autant que d'habitude, ou peut-être que ça va se faire plus lentement. Mais... Enfin, bon sens, c'est normal, quoi, ce qu'on est en train de vivre. À partir du moment où on sait que la récession a commencé, la courbe des taux se pentifie. Donc, si la courbe des taux se pentifie, écoutez, moi, je vois pas pourquoi les banques ne remonteraient pas. Hein. Je commence toujours par faire l'hypothèse que ça va se passer à peu près comme il faut. Mais la manière dont vous le présentez, Valérie, c'est que avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, ça peut être un des secteurs très forts sur le plan boursier de cette année 2021. Parce que là, c'est assez technique, mais les configurations techniques qu'on a sont des configurations qui peuvent donner un petit peu de vitesse sur le secteur. Voilà, je dis souvent que dans un secteur, il faut s'intéresser aux valeurs les plus fortes et aux valeurs les plus faibles, parce que chacune ont des enseignements particuliers à nous donner. Et il y a une banque un peu rouge qui est particulièrement mauvaise en bourse. Je précise en bourse. Rouge et noir, c'est ça. Non, mais vous citez dans votre note ce matin Société Générale. Je le dis, c'est public. Oui. En bourse, leur performance est mauvaise. Et en fait, la configuration de la force relative de cette banque laisse penser que ça va franchement beaucoup s'améliorer en performance relative et a priori en prix aussi. Donc, quand la banque la plus faible vous donne des signaux qu'elle peut faire quelque chose de franchement intéressant, normalement, les banques les plus fortes, peut-être qu'elles vont ralentir un petit peu leur surperformance, mais c'est pas le moment où elles se mettent à baisser, quoi. Voilà. Donc, je pense que les banques, elles peuvent marcher un petit peu à cause de cette hausse des taux, parce qu'effectivement, on doit plutôt avoir le début d'une rotation sectorielle. Alors, je sais pas à quel rythme on va réussir à la faire, mais sur les 12 mois qui viennent, l'enjeu, c'est d'accommoder dans les portefeuilles cette rotation vers... moi, j'aime pas les termes value growth, mais vers des valeurs financières et puis sortir un petit peu, sans doute, de la technologie, de la consommation, etc. C'est très bien, vous avez dit valeurs financières, parce que c'est vrai que dans le secteur financier, il y a les banques, mais il y a aussi d'autres valeurs, l'assurance notamment. Bertrand Puy, je vous repasse la parole chez Fidelity. C'est vrai qu'on discute ensemble depuis un moment. J'ai l'impression que vous avez jamais été... Vous êtes pourtant investisseur value, si on peut dire les choses ainsi. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été grand fan du secteur bancaire à proprement parler. En revanche, le secteur financier et l'assurance vous intéressent, je crois, Bertrand. On avait d'ailleurs à ce titre les résultats d'AXA aujourd'hui, qui signent d'ailleurs la plus forte hausse du CAC ce soir. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que sur les banques, autant on est plutôt très positif sur les banques américaines, compte tenu de leur qualité, de leur retour sur fonds propres et des perspectives de remontée des taux qui sont beaucoup plus rapides là-bas. Autant sur les banques, effectivement, en Europe, on est quand même un peu structurellement frileux, à part quelques exceptions dans les pays nordiques, des Swedbank, des DNB, qui sont des banques qui sont très très fortement surcapitalisées dans des économies qui elles-mêmes sont très très saines, avec très peu de dettes de l'État et également donc des expositions de ces économies via les exportations à la croissance mondiale, notamment asiatique, tirée par l'Asie. Donc à part ça, c'est vrai que nous, on privilégie au sein des financières, clairement, c'est qu'on n'a jamais été aussi fortement surpondéré sur le secteur de l'assurance, où on considère que les valorisations aujourd'hui, compte tenu du risque que l'on a associés, n'ont jamais été aussi, rarement été dans l'histoire aussi intéressante. Il y a des sociétés comme AXA sur lesquelles je vais revenir dans quelques secondes, mais prenons le cas également de tout un segment, parce que quand on passe assurance, on passe assurance dommage. Il y a également un gros segment dans l'assurance qui est l'assurance vie. L'assurance vie est très sensible à la remontée, à la quantification de la courbe des taux. Et donc là, on a des players comme CNP, comme Storebrand en Norvège, qui ne font que ça et qui ont des prix multiples de valorisation à 6 ou 7 fois les profits, qui sont absolument ridicules dans l'absolu par rapport au marché, par rapport à leur propre historique, et qui devraient revenir au bout du jour.
On a également le secteur effectivement du dommage, et on voit que AXA aujourd'hui, à la fois sur son segment dommage et sur son segment réassurance, puisque ce qui fait aujourd'hui un peu la valorisation d'AXA, qui fait qu'AXA a une décote historique par rapport au secteur et par rapport à son propre multiple, c'est cette acquisition donc qu'ils ont faite XL aux États-Unis il y a quelques années dans la réassurance, qui a été mal comprise, sans doute un peu surpayée, qui a mis du temps à être intégré. Et aujourd'hui, effectivement, ils réitèrent aujourd'hui, c'est pour ça que le titre monte, le fait qu'ils vont faire 1,2 milliard de profit sur cet actif XL, ce qu'ils avaient promis effectivement déjà pour il y a 2 ans, et ils vont le faire cette année 2021. Ça fait 3 fois qu'ils le disent et ils l'ont réaffirmé aujourd'hui. Et sur cette base-là, vous avez un titre qui traite à 8 fois les profits, 8 fois, et c'est pas une blague, quand on a un marché à 16 ou 18 fois, et qui paye 7% de dividendes. Et effectivement, à part, même si on rentre dans un scénario extrêmement négatif, reconfinement à nouveau en Europe, on se rend compte au final que la remontée du coût du risque dans une perspective de reconfinement, elle est relativement faible, puisque vous avez déjà plus personne qui peut prendre sa voiture ou quasiment pas pour faire quoi que ce soit. Donc à partir de là, vous avez beaucoup moins d'incidences, de problématiques de risque. Et donc voilà. Donc on a vu, le marché s'est rendu compte au travers des différents confinements que ce sont plutôt des business models qui sont insensibles ou peu sensibles à ce qui se passe aujourd'hui et qui sont plutôt solides. Et donc pour nous, effectivement, aujourd'hui, en plus d'un point de vue effectivement macro, ça fait partie donc, du secteur des financières qui lui-même bénéficie de l'environnement de rotation value qu'on a aujourd'hui. Donc on pense que ce trend que l'on voit vers l'assurance est en train de s'accélérer. Et des bons résultats ou des résultats, alors ça était plutôt en ligne, voilà, légèrement en dessous, mais a eu plutôt une guidance, donc une prévision pour l'année 2021, notamment sur cette activité réassurance qui était au-dessus des attentes, et c'est pour ça qu'elle monte. Donc quand nous on pense qu'il y a d'autres sociétés qui vont être dans le même scénario, qui vont plutôt arriver avec un bon discours, un discours positif, et apporter de la visibilité, surtout sur cette année aux investisseurs. Et je ne vois pas comment ces types-là vont rester entre 8 et 10 fois les profits. Quand vous avez en face Safran, pourquoi Safran baisse aujourd'hui ? Safran baisse aujourd'hui alors que vous avez quand même 65% du business qui est récurrent. Qui s'abaisse aujourd'hui parce que la société, alors qu'elle a fortement rebondi, on était tombé à 50 au plus bas, on est aujourd'hui à 125. Je rappelle que le plus haut historique, c'était 150. Donc, on est quand même pas si loin du plus haut historique, et pourtant aujourd'hui, ça baisse parce qu'on a un titre qui est à 60 fois les profits, évidemment, parce que les profits sont pas du tout normatifs, mais qui est en train de vous dire que le normatif, ce sera peut-être pas 2022, ce sera peut-être pas 2023. En fait, on ne sait pas quand ce sera le normatif sur le transport aérien. Et donc, à partir de là, moi, je ne vois pas comment des investisseurs peuvent continuer à être investis sur des titres comme ça, qui n'offrent plus de visibilité, alors qu'en face, vous avez de l'assurance ou d'autres secteurs dont on pourra parler, qui se mettent à offrir de la visibilité. Ouais, effectivement, bon, de toute façon, c'était le match du jour. AXA, leader après ses résultats. Safran qui baisse avec des perspectives, effectivement, qui ont pu décevoir aussi un peu les investisseurs. Il y a un gros parcours qui a déjà été fait pour Safran. Et effectivement, ça coincait un petit peu aujourd'hui. Il nous reste juste quelques minutes. Je voulais qu'on dise un mot quand même des matières premières. Alors, c'est vrai que parmi les secteurs qui rebondissent fortement, il y a pétrole et gaz, les matériaux, ressources de base, etc. Tout ça va dans le thème de la réouverture et de la reprise du cycle, mais sur les cours des matières premières. Enfin, évidemment, il se passe des choses incroyables. Tous les jours, ça monte. Toutes les matières premières, énergie, métaux industriels, agricoles. Est-ce qu'on est là dans une phase de spéculation très agressive, Valérie ? Ou est-ce que c'est, comme on l'entend, on le lit, un super cycle qui est en train de... Ouais. Ah oui, pour moi, super cycle qui démarre. Oui, très clairement, c'est le super cycle qui démarre, oui. Enfin, c'est la base de tout mon raisonnement. Ça fait, je me répète tout le temps avec mon point bas de l'inflation, etc. Mais bien sûr que... Qui nous emmène jusqu'où ? Parce que, $65 déjà sur le pétrole. Je sais pas. Enfin, je peux. Mon métier, c'est pas de donner des cibles, c'est d'accompagner, de détecter une tendance et tant qu'elle existe, de la suivre. Voilà. Et pour le moment, on a un cycle qui est favorable sur les matières premières. Et voilà. Mais ça peut durer en temps. Oui. En temps, les pressions à la hausse, c'est-à-dire que si vous avez des décalages à la baisse, il faut pas avoir peur, il faut reprendre de ces valeurs-là, etc. En temps, il y en a pour 5-6 ans. D'accord.
Et c'est un cycle qui a commencé quand alors? C'est ça la question. Là, l'année dernière. Là, d'accord, c'est ça. Donc, depuis 2020. En fait, ça dépend un petit peu comment on compte, parce qu'on a eu un premier point bas en 2016. Et suspendu avec la crise pandémique. Voilà, en fait, sur le temps très long, on a souvent ce qu'on appelle un retest, un deuxième test des points bas, et c'est ce qu'on a fait sur à peu près toutes les matières premières, dans des proportions variées, mais sur les indices de matières premières, on est allé un petit peu plus bas en 2020 que ce qu'on avait fait en 2016, mais enfin, c'est les mêmes zones, et ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Donc oui, on a eu ces deux tests, et boum, là, on s'envole, donc on va bien, on s'arrête nulle part. Ouais, il n'y a pas de limite. Non, mais enfin, il n'y a pas de... Non, pour le moment, il ne faut pas penser à la limite. D'accord, oui, c'est ça, d'accord. C'est pas le moment d'y penser. Ouais. Ouais. Pas se fixer il y en aura une. Il faut pas se fixer d'objectif. Non, il ne faut pas se fixer d'objectif. Quand on est dans ce type de marché, il faut acheter et attendre. Il ne faut surtout pas chercher à optimiser, à gratter un petit peu. Non, ce n'est pas possible de battre le buy and hold dans un marché qui est haussier. Ouais. Ça nous amène peut-être à dire un mot de la Chine pour conclure. Vincent, vous l'avez réitéré, effectivement, vous êtes toujours à l'aise, confortable avec vos investissements sur la partie asiatique, avec la Chine étant le principal moteur, bien sûr. Oui, toujours vrai, parce que là aussi, les choses vont très vite. Enfin, je veux dire, les marchés actions ont beaucoup progressé. On a une économie qui est repartie un peu rugissante. Bon, si on se pose des questions de surchauffe aux États-Unis, est-ce qu'on va se poser des questions de surchauffe aussi sur la partie chinoise à un moment ? En tout cas, l'inflation est maîtrisée. La Banque centrale a dû finalement aller à des moindres extrémités pour venir soutenir son économie et soutenir ses marchés. Puisque finalement, le bilan de la PBOC l'an passé, il a baissé, contrairement au bilan de la Fed et de la BCE. Donc, enfin, je veux dire, s'il faut faire quelque chose un jour, ils en ont la capacité. La croissance est bien orientée. Je crois qu'on regarde 8-9% pour cette année en termes de perspective de croissance. On cherche de la value. Le CSI 300 en Chine, c'est 16 fois les bénéfices, donc qui se traitent pour l'instant. Donc, à comparer aux 22-23 du S&P 500. C'est l'Europe, quoi. C'est l'Europe, mais avec quand même, objectivement... Avec la dynamique chinoise. Pas la même croissance. Et par contre, là, les financières, et pour Bertrand, les assurances en Chine, je sais qu'en tout cas, derrière en tout cas son intérêt pour les assurances européennes, évidemment, il y a cette exposition, notamment marché chinois. La valeur star du jour, d'ailleurs, est assez présente là-bas aussi. Je pense que réellement, l'exposition, le secteur de l'assurance financier en Asie, c'est particulièrement important. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que JP Morgan, je l'ai rappelé à quantité de fois sur ce plateau l'an passé, a pu acquérir 100% de son entité juridique locale. Pour nous, c'est la Chine pour les investisseurs européens, mais c'est la Chine comme pôle de développement pour le groupe. Et il n'y a rien qui vient ici réellement affirmer ce scénario. Et les performances depuis le début de l'année restent très bonnes. Donc de la value, mais avec de la croissance, on peut en trouver certainement toujours en Asie. C'était plutôt à l'avantage d'Hong Kong cette année, où dans le giron asiatique, le giron chinois, si je puis m'exprimer ainsi, il y avait probablement un peu plus de valeur et plus de financières, parce que à peu près 40% de la cote à Hong Kong, c'est des financières. Donc si on veut un indice financier, c'est celui-là qu'il fallait jouer. Je crois qu'on est à 11-12% depuis le début de l'année sur Hong Kong. Donc voilà en tout cas. Donc comme quoi, je ne suis pas tout à fait négatif sur les financières. Et finalement, en ayant joué les financières asiatiques, on s'en est pas trop mal sorti en ayant raté un petit peu le coche sur les européennes. Des financières de croissance en Asie. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché. Planète Marché chaque soir dans Smart Bourse. Avec ce soir Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management, et Bertrand Puif qui nous accompagne également, gérant action chez Fidelity. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier, plus précisément du rachat de crédit immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour partir renégocier son emprunt immobilier avec son banquier? On va poser la question à Cécile Roquelaure, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue, Cécile. Bonsoir. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. Est-ce le bon moment pour racheter son crédit? Vous allez nous le dire, mais juste un mot quand même de l'actualité de marché dont on vient de parler pendant 45 minutes avec les invités précédents. Les taux remontent, les rendements obligataires à long terme remontent. Alors c'est très américain au départ, mais on le voit aussi en Europe. Le 10 ans français est repassé symboliquement positif aujourd'hui, venant de moins 0,35, moins 0,40, revenant de loin, des enfers, dirait l'autre. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur les taux de crédit immobilier? Pas immédiatement. Effectivement, dans l'historique des taux de crédit, on a souvent une corrélation entre les deux. Les banques regardent toujours les OAT pour fixer, c'est un des facteurs qui rentre dans la composition du taux de crédit. Mais aujourd'hui, il y a
a tellement d'enjeux sur le marché du crédit immobilier et il y a tellement de vents contraires que ça ne devrait pas faire bouger les taux de crédit à court terme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Oui, effectivement. Alors, c'est donc plus que jamais le bon moment d'aller renégocier son crédit. Est-ce que c'est toujours le bon moment ? Est-ce que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, Cécile ? Alors c'est particulièrement vrai aujourd'hui parce qu'en fait on a réatteint les planchers historiques des taux de crédit. On les avait connus en fin d'année dernière, c'était légèrement remonté et là on a subi de nouvelles baisses en novembre, décembre, janvier et février. Et du coup effectivement aujourd'hui vous pouvez vous poser la question de renégocier votre crédit si vous l'avez souscrit avant la fin du premier semestre 2016 parce qu'après les écarts de taux sont trop faibles. C'est un des critères qui vous permet de savoir si vous pouvez renégocier votre crédit. Et là aujourd'hui, si vous avez souscrit donc votre crédit avant juin-juillet 2016, il y a un écart de taux suffisant pour que vous vous posiez la question et que vous fassiez l'analyse de votre dossier. Oui, mais concrètement, de quel type d'écart on parle ? À combien on empruntait à, je sais pas, 20 ou 25 ans ? C'est que le standard du marché en juillet 2016. À combien on emprunte aujourd'hui ? De quel type d'écart on parle ? Alors, vous empruntiez à l'époque entre 2 et 2,40, entre 20 et 25 ans. Et aujourd'hui, les taux, ils sont sur 15 ans entre 0,58 et 0,90. Sur 20 ans, ils sont aussi à moins de 1. Et même sur 25 ans, on trouve des taux à moins de 1%. Donc aujourd'hui, vous avez l'écart, vous avez le boulevard qui est ouvert pour faire une renégociation de crédit. Ça, c'est la condition nécessaire. Est-ce que c'est une condition suffisante ? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à regarder quand on regarde son dossier d'emprunt avant d'aller s'attaquer à la renégociation ? Vous avez raison, il n'y a pas que ce critère-là. Celui-là, c'est le plus emblématique parce que c'est celui sur lequel on va jouer pour faire baisser le coût du crédit et donc les intérêts qu'on doit. Mais il y a deux autres critères à regarder. Le premier, c'est le moment dans lequel vous êtes sur votre remboursement de crédit. Vous remboursez beaucoup d'intérêts au début, beaucoup moins à la fin. Donc plus vous avancez dans votre crédit, moins ça va être intéressant de le renégocier ou de le racheter. Et puis le deuxième élément, si vous voulez faire un rachat de crédit, donc mettre en concurrence les banques, il va falloir avoir encore un montant à rembourser à la banque suffisant pour que les banques aient envie de vous faire les yeux doux et vous fassent de bons taux. Ouais. Donc c'est quoi ? Dans le premier tiers du crédit, c'est bien ? Premier tiers, début du deuxième tiers. Après, ça va aussi... en fait, ce qui est intéressant avec le rachat de crédit, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Il va falloir analyser votre situation parce que si vous avez emprunté un gros montant il y a 3-4 ans, sur une longue durée, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour le faire réduire. Alors que si vous avez emprunté un petit montant sur une courte durée, ça marchera beaucoup moins bien. Donc, il faut analyser le dossier. Oui, justement. Alors, quand on va voir le banquier ensuite, c'est quoi le trade-off ? Qu'est-ce qu'on lui propose ? Il faut qu'on lui vende quand même un objectif, j'imagine, derrière. Je veux renégocier mon crédit, mais pourquoi faire ? Gagner de l'argent, enfin économiser de l'argent en l'occurrence, ça va sans dire. C'est une bonne première. Mais c'est une bonne première, c'est déjà un objectif louable et sain. Est-ce qu'on peut mettre en avant aussi d'autres objectifs qui vont peut-être attirer l'intérêt du banquier ? Vous avez tout à fait raison. Alors il y a deux stratégies différentes quand on renégocie son crédit. C'est effectivement à terme de faire baisser le coût global de ce qu'on doit au banquier, mais on peut aussi vouloir avoir des marges de manœuvre budgétaires, faire baisser sa mensualité. Aujourd'hui, si vous renégociez un crédit que vous avez emprunté en mars 2016, 200 000 € sur 25 ans, vous allez pouvoir faire baisser votre mensualité de plus de 10%. Et vous allez pouvoir baisser le coût du crédit par 3. Donc, diviser la facture par 3, c'est quand même pas donné dans toutes les matières. Maintenant, si vous voulez par contre baisser que le coût de votre crédit et que votre mensualité ne vous pose pas de problème, vous allez pouvoir diviser le coût par 3,5, 4 en réduisant la durée et en ne touchant pas la mensualité. Donc ça, c'est deux stratégies différentes. Il faut vraiment se poser la question avant d'aller voir le banquier. Et puis, vous pouvez avoir une autre stratégie qui est celle de faire des travaux, par exemple. On parle beaucoup du chez-soi aujourd'hui. La maison est redevenue au cœur de tout. Depuis un an, je pense que tous les Français sont d'accord pour dire qu'avoir un chez-soi agréable, c'est important. Et on a beaucoup de clients qui nous disent, en fait, je voudrais faire une extension, rajouter un étage sur ma maison ou bien me faire un jardin hyper agréable. Et ça peut être aussi la façon de renégocier avec votre banquier, c'est de rajouter une enveloppe de travaux. Bon, et ça, c'est rajouter une enveloppe de travaux sans changer son prêt, ou ça nécessite de renégocier le prêt immobilier, de refaire un prêt consommation ou travaux à côté ? Alors, il y a toutes les stratégies possibles. Et c'est là où c'est intéressant de mettre en concurrence les banques, c'est que vous allez avoir des banques qui vont vous dire « Non, moi, je ne touche pas à ta ligne de crédit immobilier et on va rajouter une enveloppe travaux ». Vous allez du coup avoir moins accès aux taux de crédit immobilier qui sont pourtant extrêmement bas. Et puis, il y a des banques qui vont vous dire « Non, nous, il n'y a pas de problème, on vous rachète l'ensemble et on fait une seule ligne de travaux et une seule ligne de crédit, pardon. Et du coup, vous allez avoir une seule garantie, un meilleur taux et vous allez pouvoir allonger la durée pour les travaux. Ça veut dire que du coup, vous bénéficiez d'une mensualité plus légère pendant une durée un peu plus longue. Et puis, on a même aujourd'hui des établissements qui vont vous permettre de racheter votre crédit immobilier, faire une enveloppe de travaux et racheter même vos crédits conso. Ah oui, tout rassemblé. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que... Alors, il y a évidemment l'écart de taux qui compte pour... entamer une négociation sur le rachat de crédit, mais
la situation personnelle, l'évolution de la situation personnelle, rien que ça est déjà un levier important de négociation aussi vis-à-vis de son banquier. On a peut-être parfois tendance à l'oublier, Cécile. Vous avez complètement raison, Grégoire. On a parlé tout à l'heure des 3 critères clés qui sont des critères liés au financement. Mais effectivement, un changement de situation peut vous permettre d'ouvrir la voie à la renégociation ou au rachat. Parce qu'en fait, quand vous avez souscrit votre crédit, vous aviez un niveau de revenu. Aujourd'hui, vous avez bénéficié d'une évolution professionnelle forte. Vos revenus ont augmenté et les banques regardent ce critère-là puisque c'est un des principaux critères pour fixer le taux. Donc, si vous avez gagné 10, 15, 20% de rémunération supplémentaire parce que vous avez une belle évolution professionnelle, vous n'êtes plus regardé de la même façon par les banques et ça veut dire que vous avez un pouvoir de négociation plus important. Deuxième cas, vous avez une rentrée d'argent importante. C'est le moyen peut-être d'injecter de l'argent dans votre crédit et du coup d'emprunter moins sur une durée plus courte. Et donc plus le taux est bas, la durée est basse, plus le taux est bas et donc ça vous fait une marge de manœuvre supplémentaire. Il y a plein de cas en fait où il faut regarder si on peut jouer sur le crédit, sur l'ensemble des ressorts pour faire baisser la facture. Est-ce qu'en début d'année comme ça, quand on sait que les compteurs commerciaux sont remis à zéro chez les banques, est-ce que c'est le bon moment d'y aller? Est-ce que le banquier va être attentif, réceptif à ce genre de demande? C'est pas un nouveau dossier là. Ouais. Alors, dans la renégociation, et c'est la différence entre renégociation et rachat, la première étape quand on veut voir ce qu'il est possible de faire, c'est d'en parler avec son banquier parce que vous avez la relation avec lui et que c'est lui qui vous a fait le crédit. Donc, c'est la bonne première étape de voir quel est le pouvoir de négociation que vous avez avec lui. Ensuite, mettre en concurrence les banques qui ne vous possèdent pas comme clients, c'est effectivement un bon levier sur le taux. En général, on a envie de séduire un client qu'on n'a pas et donc on est prêt à faire des efforts plus conséquents. Quant au début de l'année, vous avez raison, c'est une période où on commence les objectifs commerciaux de l'année. Un dossier de rachat de crédit, c'est un dossier qui a déjà été étudié par un confrère, dont on connaît le niveau de risque, sur lequel on a un historique. Donc dans le cadre d'un rachat par une autre banque, ça vous donne un atout supplémentaire en début d'année. Ça ne veut pas dire que votre dossier passera en priorité, parce que priorité aux acquisitions, il y a des dates de signature, mais ça veut dire que vous allez intéresser les banquiers. Bon, sur le front des acquisitions, pour conclure là-dessus, Cécile, alors c'est vrai, les taux sont toujours très très bas. Il y a également les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière qui ont été émises en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a plus le temps et ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on a des primo-accédants, on a resolvabilisé une partie des primo-accédants? On a une resolvabilisation qui est légère. Légère. Oui, parce qu'en fait, l'allongement de la durée sur du différé dans le neuf ou avec de l'ancien avec travaux, 25 plus 2 ans de différé si vous faites du neuf ou de l'ancien avec travaux. Le taux d'endettement à 35%, mais avec assurance. Alors, beaucoup de banques pratiquaient déjà le 33 avec assurance, donc ça donne un peu de marge de manœuvre, mais ce n'est pas la grande révolution. Le sujet, il est pas tant là que sur la solvabilité tout court des ménages avec la crise économique qui est devant nous. Ouais, donc c'est pas la foire au crédit. Non, c'est pas la foire au crédit, mais pour le coup, on est en début d'année. Les banques aujourd'hui, elles ont des objectifs ambitieux pour 2021. Elles se sont fixées en septembre, donc aujourd'hui, elles sont en mode action. Elles ont besoin de séduire les ménages qui sont sur le marché. C'est pour ça que les taux baissent. Donc, on est plutôt dans 6 mois à venir où on peut être positif et ceux qui sont présents, ils peuvent bénéficier de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Cécile, pour votre éclairage, votre expertise et vos recommandations, vos conseils pour ceux qui sont en cours d'acquisition, qui ont acquis, qui ont un emprunt immobilier, qui réfléchissent peut-être à renégocier, à le racheter ou à le renégocier avec leur banquier. Cécile Rockler qui est à mes côtés en plateau, directrice des études d'Empruntis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.